Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Plus que jamais, l'adage se vérifie en Russie. On apprend que la propre fille du porte-parole du Kremlin, annonce des résultats records pour sa société. La guerre ne touche pas tout le monde de la même manière. La guerre ne profite pas à tout le monde de la même manière. C'est le dernier exemple en date d'une liste qui est en train de s'allonger. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. On apprend donc que la guerre fait parfois les beaux jours, les profits des enfants de l'élite russe. C'est le cas de la fille donc du porte-parole du Kremlin. Oui, la voici, Elisaveta Peskova. Elle a 25 ans et elle a déjà un CV bien fourni. Elle a vécu plus de 5 ans à Paris notamment. Elle est diplômée en relations internationales. Elle a d'ailleurs effectué un stage au Sénat, oui, au Sénat en France, avant d'enchaîner plus tard au Parlement européen en 2020. C'est elle, vous le voyez, qui pose devant le bâtiment. On pourrait croire qu'avec la guerre, son style de vie a changé. Eh bien, pas du tout. Lisa Peskova continue de partager sa vie entre Moscou et Paris, en passant notamment par Istanbul en avion. Elle logerait toujours dans son appartement luxueux dans le 16e arrondissement de Paris. Et elle continue aussi de diriger son entreprise d'événementiel en Russie. Son nom, Centrum Moscou. Et on vient d'apprendre justement que son activité décolle. En 2021, elle était proche de zéro. Et bien l'an dernier, elle a atteint 137 millions de roubles, soit 1,6 million d'euros uniquement en Russie. Ses principaux clients, vous vous en doutez, les ministères du gouvernement russe officiel pour qui elle organise des conférences. Merci papa. Alors l'affaire est encore plus savoureuse lorsqu'on sait que son frère Nikolai Peskov, 33 ans, échappe lui aussi à l'enrôlement militaire. Il y a peu, il s'était fait piéger par des journalistes indépendants russes qui s'étaient fait passer au téléphone pour des recruteurs de l'armée pour lui signifier sa convocation. Écoutez ce qu'il avait répondu aux journalistes. C'est excellent. Здравствуйте, Николай. Это кто? Это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить? Во-первых, почему вы не перезвонили? Во-вторых, придете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем. Вы 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Так. Вы должны понимать, если вы знаете, что я господин Песков, Да. насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Угу. Короче, я буду это решать я буду это решать на другом уровне, если это... Voilà, la famille Peskov ne se plaint pas de la guerre. Et la liste s'allonge de ceux qui n'ont pas à s'en plaindre non plus. Oui, on l'avait évoqué d'ailleurs ici sur ce plateau il y a quelques jours, le fils de Vladimir Soloviev par exemple. Pourtant, l'un des propagandistes du Kremlin le plus populaire en Russie, qui répète chaque jour que tous les Russes doivent être patriotes, en âge de combattre et ils doivent s'engager. Eh bien, son fils, Danil Soloviev, 21 ans, en âge de combattre donc, eh bien, vit actuellement confortablement à Londres pour ses études. Vous le voyez ici à droite. Et il pose également, tel un mannequin sur cette image, un mannequin de mode. Vous le voyez, cette image a fait le tour des réseaux sociaux russes. Soloviev a même dû démentir et jurer que son fils était rentré à Moscou depuis. Aujourd'hui, personne n'a pu constater si Danil Soloviev avait été enrôlé ou non. Dans la série, il y a également un gendre, Alexei Stolyarov, le gendre de Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, 33 ans, lui aussi donc en âge de combattre. C'est un influenceur spécialisé dans le coaching sportif. Alors lui ne se cache pas de ne pas être mobilisé et profiter de la vie. Sa dernière vidéo, regardez, elle date d'il y a 6 jours. On le voit au volant d'un 4x4, s'amusant dans la neige, regardez, avec ses amis. Il a plus de 780 000 abonnés sur le réseau social Instagram, plus de 4 millions d'abonnés sur YouTube. Et puis, pour Denis Kataïev, le journaliste indépendant russe exilé en France, la guerre n'a rien changé pour ces influenceurs, rien changé à leur vie de patachon pour ces enfants. Écoutez.
C'est pas étonnant en Russie parce que c'était toujours comme ça. C'est parce que beaucoup des enfants des autorités, ils d'habitude ils poursuivent le travail de ses parents. C'était toujours comme ça. Je pense que c'est un peu comme dans l'époque du tsarisme. On a rien changé. Enfin, on peut évoquer le cas de Polina Kovaleva, la belle-fille cachée de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Elle vit à Londres depuis plus de 10 ans maintenant, au cœur donc d'un des pays ennemis de la Russie. Et si elle a dû quitter son appartement de 4 millions de livres sterling il y a quelques mois, dans le quartier huppé de Kensington, eh bien, c'est tout simplement parce que cet appartement a été saisi par l'État britannique. Elle a été placée sous sanction par les autorités après la guerre. Et on ne sait pas si aujourd'hui, elle est rentrée à Moscou. Merci Quentin. Donc Londres, Paris, Kensington, le 16e, les pays ennemis, les pays vilipendés pour leur mode de vie, pour leur accoutumance, leur dépendance à la surconsommation, à la frivolité. Eh bien, les enfants de ces dignitaires, ceux-là même qui dénoncent ces pays, ils vivent. Ma question, Anne, et je vous donne la parole, Vincent. D'abord, est-ce que les Russes le savent ? Et ensuite, est-ce que la valeur d'exemplarité, dans ce cas, finalement, ne fonctionne pas en Russie ? Non, alors, les Russes sont très informés et je dirais que les inégalités sociales en Russie sont tellement fortes depuis très longtemps parce qu'elles existaient déjà du temps de l'Union soviétique. En fait, c'est connu. Alors après, est-ce que c'est connu dans tous les détails ? Probablement pas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont connues. Donc, ce reportage est vraiment extraordinaire et merci d'avoir repassé le téléphone avec le fils de Peskov qui est vraiment un chef-d'œuvre. Mon nom est Peskov. Mon nom est Peskov. Et il dit même. Donc la valeur d'exemplarité, Anne. La valeur d'exemplarité. Ça ne trouble personne alors. Non, parce que en fait, les Russes sont habitués à avoir un drôle de système. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça montre très bien ce qu'est ce régime. C'est un régime qui est basé sur les passe-droits, sur le népotisme, sur le clientélisme, sur la corruption. Et c'est admis. C'est admis. Alors, je veux dire, il y a à l'égard des riches, des oligarques et de ceux qui sont très riches, qui sont, regardés très négativement en Russie, mais en même temps, le regard porté sur la richesse en Russie n'est pas nécessairement, lui, négatif. C'est-à-dire que malgré tout, c'est le signe d'une certaine réussite et en cela, certains sont quand même assez admiratifs. Oui, enfin, ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que ces inégalités sociales et ce monde à deux vitesses, c'est pas un monde à deux vitesses, c'est deux mondes complètement différents. Rappelons-le, la Russie est un pays pauvre. Vladimir Poutine a dit en arrivant au pouvoir, la Russie est un pays riche de gens pauvres. Mais c'est exactement ça. Et donc, ce sont des gens qui ne vivent strictement pas comme un des mortels. Mais le plus surprenant, c'est qu'ils adoptent les codes. Les fils de ceux qui les dénoncent adoptent les codes et les modes de vie des nations honnies. Mais juste pour finir, juste parce que c'est important aussi pour ce qui concerne la guerre, il y a déjà quelque temps, puisque c'était avant la réforme des forces armées, on avait constaté que les attitudes à l'égard de la conscription étaient extrêmement négatives. Et donc, en fait, la conscription, tout le monde n'allait pas dans l'armée. Et tous ceux qui avaient la possibilité de verser un pot de vin, d'avoir des réseaux de relations, ceux-là, ils n'y allaient pas. Et le résultat, c'est que ceux qui finalement se retrouvaient dans l'armée, les conscrits, c'était les laissés pour compte de la société. Et après, donc là, c'était il y a déjà quelque temps, mais ça explique aussi l'état terrible dans lequel sont les forces armées de la Russie aujourd'hui. Pardon de vous avoir interrompu. Non, pas du tout. Je ne suis pas surpris par ce reportage pour trois raisons. La première, et je parle là sous le contrôle d'Anne, on a oublié le mot nomenclature sous l'URSS, même qu'il était prôné l'égalité, la pauvreté, etc. Il y avait des gens qui avaient des dachas, il y avait des gens qui vivaient dans de somptueux appartements, qui vivaient très bien. Et donc, c'était un système. Et finalement, ce système continue. C'est le premier argument.
argument. Le deuxième argument, souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, quand on se balade dans le monde, on a l'habitude de rencontrer depuis la chute du mur de Berlin, je vous jure, David, que rencontrer des personnes jeunes ou moins jeunes d'origine russe qui vivaient très bien à l'occidental, ça n'était plus quelque chose de surprenant. Nous étions quasiment du même continent et il n'y aurait pas eu cette guerre, il n'y aurait pas eu les problèmes politiques. Ce sont des gens que fréquentent les jeunes générations, fréquentaient aussi bien des jeunes Russes, etc. Mais ce qui a changé quand même, Jean-Claude, c'est qu'à l'époque, la dénonciation du mode de vie occidental n'était pas aussi virulente. Aujourd'hui, elle est au cœur de Attendez, David, parce qu'on est en guerre. Et de ceux-là même dont les enfants... Mais David, parce que nous sommes en guerre, donc ça prend... Il y a un caractère beaucoup plus fort. Oui. Mais entre nous, il faut quand même être... un tout petit peu lucide. Je ne vois pas comment des gens qui, il y a quelques mois, en dépit de la guerre, il y a quelques mois, vivaient d'une certaine façon et brusquement, ils se diraient « Ah ben non, ils sont devenus vivre à Londres, vivre à Dubaï, c'est devenu insupportable et je rentre chez moi. » Non, entre nous, quand on les croise, ou on les croisait, il est évident que ça n'était dans le fil. Alors, au casting impeccable de Quentin, j'ajouterai rapidement deux phénomènes. D'abord, la hargne de Soloviev, le héros de la télévision kremlinolâtre, elle s'explique aussi par le fait qu'il a perdu la jouissance de 2 villas qu'il possédait en Toscane. Bon. Et il faut aussi évoquer le sort de Lyudmila, la première épouse officielle de Vladimir Poutine, qui a vécu de nombreuses années dans une magnifique villa de la côte basque française. Donc, bon. Simplement, tous les régimes despotiques que j'ai fréquentés pour des raisons professionnelles ont les mêmes travers. Les fêtes les plus décadentes auxquelles j'ai assisté, c'est dans les quartiers nord de Téhéran, où on retrouvait des fils de la nomenclatura locale. Il y a d'ailleurs un épisode époustouflant du Bureau des légendes qui rend compte de cette réalité. Les fils de Saddam Hussein, Uday et Koussaï, étaient redoutés pour leur cruauté et vivaient dans un luxe obscène. En Roumanie, vous aviez le fils de Nicolae Ceausescu, prénommé Nicu, qui avait d'ailleurs contraint la gymnaste miraculeuse Nadia Comaneci à une relation assez perverse, qui menait un train formidable. Et dernier élément, quand j'ai travaillé sur la biographie de Mouammar Kadhafi, le défunt guide libyen, l'un de ses fils, par exemple, je pourrais en citer d'autres, mais avait réussi à convaincre son père de financer son recrutement par un club italien, où il a d'ailleurs ciré le banc de touche pendant quelques mois. Il s'était offert les services à prix d'or de Biliardo, l'ancien entraîneur de l'équipe d'Argentine championne du monde, de Ben Johnson, champion olympique du dopage et du 100 mètres, qui a été démis de son titre. Et donc, si vous voulez, le phénomène dans les régimes despotiques c'est vrai, mais encore tribalisme familial. Ce qui est frappant, c'est encore une fois... C'est que papa et maman n'aient pas rappelé en disant « rentre à la maison », c'est ça qui nous choque. C'est-à-dire que tout le discours, encore une fois, consiste à dire l'Occident est décadent, l'Occident est sur le déclin, l'Occident est corrompu moralement. Or, les fils et filles de ces dirigeants, de cette nomenclatura, ils passent leur temps, ils trouvent leur bonheur, et même pas de façon cachée. Mais c'est la schizophrénie consubstantielle au régime tyrannique. David, le discours de la décadence de l'Occident, c'est pour le peuple russe, c'est pour expliquer aux Russes que nous sommes mauvais. Mais on s'étonne toujours que les Russes ne se disent pas, mais si cet Occident est si pourri, pardonnez-moi, comment s'expliquer que les fils de ceux qu'ils dénoncent, ils trouvent leur bonheur? Bon, voilà, Pierre, un mot. Oui, non, mais votre interrogation est très, très légitime. J'ai échangé il y a quelques semaines avec on va dire une personne européenne qui est en Russie depuis un certain temps et qui me disait ce qui est très frappant à Moscou et à Saint-Pétersbourg, c'est l'énergie que les autorités déploient pour qu'il n'y ait pas de visibilité de la guerre. Alors, il y a eu l'installation de systèmes solaires sur des bâtiments, mais en dehors de ça, tout est fait pour gommer la guerre dans ces villes. Et surtout, il n'est pas question que les jeunes bobos de Saint-Pétersbourg et de Moscou puissent être le moins du monde inquiétés par l'ombre d'une mobilisation, etc. La réaction du jeune Peskov est très intéressante à cet égard. Le verbatim, correspond exactement. Quand cette personne m'a dit ça, j'ai tout de suite pensé à l'interview du fils de Peskov,
qui dit mais vous vous rendez compte de quoi vous parlez? Je m'appelle Pescotta. C'est le fait de dire mais vous tombez de la ligne. Vous êtes dans un autre monde. Il emploie ce mot, il est évident. Voilà. C'est l'évidence. Voilà, ce n'est pas exactement le bon endroit pour moi. Bah oui, Coco, ça on s'en doute, effectivement, il vaut mieux que ce soit des bourriates qui aillent mourir. Mais vous voyez, tout ça a cette cohérence. Mais il faut bien se rendre compte que les régimes autoritaires, totalitaires, vivent dans des schizophrénies permanentes. C'est-à-dire qu'en permanence, vous avez l'affichage d'un discours. On parlait de l'URSS à l'époque que j'ai connu. Donc vous aviez les magasins qui étaient réservés, Bien vous sûr. aviez la possibilité d'acheter avec les devises, etc. Et pourquoi vous retrouvez chez les oligarques russes ou les oligarques des anciennes républiques socialistes d'URSS énormément d'anciens des services secrets? C'est que eux, étant en contact de l'Occident, quand il y a eu la bascule, ils avaient toutes les informations, tous les relais pour se précipiter, je dirais, sur les proies économiques du pays. Sans compter qu'Eltsine, vous savez, quand Eltsine recevait quelqu'un à qui il allait octroyer les actifs... Mais Eltsine ne s'en cachait pas. Ah non, Eltsine n'affichait pas d'hostilité. à la guerre. Absolument, c'est ça. Mais Eltsine, vous savez, quand il recevait un futur oligarque, il le recevait, il buvait un coup, et il disait écoute, aujourd'hui, je te nomme milliardaire. Ben, ça marchait. Mais au moins, Voilà. lui ne cherchait pas à faire des... On attend le moment où les ministres français, britanniques, américains enverront leurs fils et filles à Moscou, au Daghestan. Oui, la vie rêvée pour nos enfants. J'ai l'impression que ça n'est pas tout à fait près d'arriver. Merci.